Alors dans cette vidéo, on va parler des ondes dans la matière, et plus spécifiquement les ondes sismiques. Donc pour rappel, ça fait partie d'un groupe de 3 vidéos, donc il y a celle-ci, concernant les ondes dans la matière, il y a aussi les ondes sonores, et la houle. Alors concernant les ondes sismiques, donc ce sont des ondes mécaniques, et donc là j'ai fait un petit schéma qui te montre la situation, c'est-à-dire qu'il va y avoir une faille qui crée un tremblement de terre. L'origine de ce tremblement de terre est ici, et c'est appelé le foyer. Une fois qu'il y a ce tremblement de terre qui se déclenche, il va y avoir des ondes élastiques, des ondes sismiques qui vont se propager dans toutes les directions. C'est pour ça que j'ai représenté des cercles, pour montrer que ça part dans toutes les directions depuis le foyer. La position à la verticale du foyer, sur la surface de la Terre, est appelée l'épicentre. Et donc on voit que ces ondes élastiques, mais ici c'est simplifié, ces ondes élastiques vont venir arriver à la surface, ici au niveau de l'habitation, et on va voir ce qui va se passer. Alors on va distinguer deux grands cas. Premièrement, les ondes de volume. Deuxièmement, dans la suite, les ondes de surface. Et à la fin, une petite partie sur la magnitude de Richter, l'échelle de Richter. Alors on commence. Grand 1, les ondes de volume. Donc là, il y en a deux. Il y a les ondes P et les ondes S. Alors commençons par les P. P pour primaire. Donc ici, sur ce schéma, ce que j'essaie de représenter, c'est la Terre. Donc c'est à l'intérieur, c'est sous Terre, c'est pas à la surface de la Terre, c'est à l'intérieur. Et donc ce que tu vois ici, ce sont des couches de terre, de roches. Et donc ces couches sont régulièrement espacées. Mais ça c'est avant le passage d'une onde P, c'est avant un tremblement de terre. Ça c'est le point de départ. Ensuite il y a le tremblement de terre. Et les ondes P, ça va être une compression de ce bloc-là. Donc c'est comme, en quelque sorte, si tu venais donner un coup de marteau de ce côté-là. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas créer une compression ici, derrière une dilatation, une compression, etc. En fait, cette onde P, elle est d'ailleurs aussi appelée une onde de compression. Alors tu vois une succession de compression, dilatation, etc., etc. Et donc cette onde va se propager à travers le volume de la Terre, à une vitesse v. Alors cette onde, elle se propage à une vitesse de 6 km par seconde, en tout cas près de la surface, ce qui en fait parmi les différents types d'ondes qu'on va voir, la plus rapide. Ce sont des ondes longitudinales. Pourquoi ? Parce que ce que tu as vu ici, le fait que ici tu as une zone de compression, ici de dilatation, c'est dû au fait qu'une particule ici de la Terre s'est déplacée horizontalement dans cet axe, selon cet axe-là. Donc un coup elle va vers la droite au moment où elle est comprimée, et un coup elle va revenir vers la gauche quand elle est dilatée. Vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche, etc. Donc c'est-à-dire que si on prend une particule de roche, une particule de terre donnée, elle va faire des oscillations horizontales. Et la vitesse de propagation de l'onde, elle aussi, est selon cet axe-là. Donc puisque ces deux directions sont les mêmes, on appelle ça une onde longitudinale. Et donc cette onde longitudinale, si on veut par exemple la modéliser par une situation plus simple, on la modélise souvent par un ressort. Ensuite, deuxième type d'onde, les ondes S secondaires. Alors là, c'est un peu différent. Donc là, j'ai essayé de refaire cette modélisation ici, sauf que ici, là, j'ai directement représenté le cas où l'onde S est là, elle est en train de se propager. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on regarde l'intérieur de la Terre ? Mais on voit des sortes de vagues. C'est-à-dire qu'il va y avoir une déformation verticale de la Terre. Tandis que l'onde, elle continue de se propager de façon horizontale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça une onde transverse. Plus précisément ici, comme on a affaire à de la matière, on va appeler ça une onde de cisaillement. La vitesse de cette onde, la vitesse de propagation de cette onde, est inférieure à celle des ondes P, elle est de l'ordre de 4 km/s. Alors on va continuer et maintenant on va passer aux ondes de surface. En effet, les ondes dont on vient de parler, ce sont des ondes qui se propagent uniquement dans le volume de la Terre. Mais une fois qu'elles vont atteindre la surface de la Terre, va aussi se développer des ondes dites de surface. Alors j'ai mis ID, sur un lac aussi, il y a des ondes de surface. C'est pas la même chose, bien sûr, je suis pas en train de dire que c'est la même chose, mais c'est juste que dans un lac, tu peux très bien créer une modification sous l'eau, en donnant un coup de pied, par exemple, sous l'eau, et voir une modification sur l'eau, c'est-à-dire que sur l'eau, tu vois des ondes de surface se propager. Là, c'est un peu pareil, le séisme, il peut avoir lieu sous terre, mais pour autant, tu peux quand même avoir des ondes qui se propagent sur terre. Et donc là, je vais distinguer deux ondes particulières. La première qu'on appelle l'onde de Love. Donc celle-ci, elle va engendrer un ébranlement horizontal. Elle est très destructrice, c'est-à-dire qu'elle va faire
elle va créer un mouvement horizontal de la surface de la Terre. Sa vitesse de propagation est de l'ordre de 4 km par seconde sur la surface de la Terre. Et il y a l'onde de Rayleigh, elle qui est plus compliquée, qui va induire des déformations de surface dans les 3 directions, donc à la fois dans le plan horizontal, mais aussi vertical. Elle est un petit peu moins rapide que l'onde de Love. Alors ensuite, la magnitude de Richter. Donc ça, c'est une échelle développée en 1930 pour caractériser l'importance d'un séisme. D'ailleurs, quand a lieu un séisme sur Terre, souvent, aux informations, c'est cette échelle-là qui est utilisée et que tu entends. Par exemple, en Haïti en 2010, un séisme qui a été assez très meurtrier, la magnitude était de 7. Au Japon, qui a induit l'incident à Fukushima en 2011, avait une magnitude plus importante de 9. Alors, petite remarque, 7 et 9, tu peux avoir l'impression que c'est proche. Mais on va voir un peu plus tard que cette magnitude cache en fait des différences d'amplitude énormes. Alors comment est fait ce calcul? Comment est défini ce calcul de la magnitude de Richter, qui est aussi une magnitude locale, d'où le L ici qui est en indice. C'est égal à log de A, qui est l'amplitude maximum mesurée par un sismographe, Wood-Anderson, à 100 km du foyer. Alors ça peut paraître un peu précis, mais au début c'est de cette manière-là qu'il a été introduit par Richter, plus une constante. Alors pourquoi le nom du sismographe est précisé? Parce qu'a priori, on a envie que 2 mesures au même endroit donnent le même résultat, ce qui paraît logique. Si on fait 2 fois la mesure au même endroit sur le même séisme, on veut obtenir le même résultat. Sauf que si on prend 2 sismographes différents, de marques différentes, de sensibilités différentes, mais on n'aura pas la même valeur d'amplitude. Donc le log de l'amplitude ne vaudra pas la même chose. Donc le log de l'amplitude plus la constante ne vaudra pas la même chose. Donc au final, on se retrouverait avec 2 magnitudes locales différentes. C'est pour ça qu'au moins préciser quel sismographe on utilise, ça donne un point de référence. Après, si jamais, en pratique, on utilise un autre sismographe, on utilisera un facteur correctif pour essayer de se ramener à ce qui aurait été mesuré avec ce sismographe-là. Alors, une application numérique. Alors, dans le cas de Richter, si on se situe à 100 km du lieu du séisme, la constante vaut à peu près 3. Alors admettons dans un premier cas que l'amplitude est de 10 puissance 6 micromètres, l'amplitude maximum mesurée, donc c'est-à-dire l'amplitude de déformation due au séisme. L'amplitude maximum est 10 puissance 6 micromètres, donc c'est beaucoup, 10 puissance 6 micromètres, ça fait 10 puissance 3 mm, donc ça fait 1 mètre. ML est égal à log de 10 puissance 6 plus 3. Log de 10 puissance 6, ça fait 6, 6 et 3, 9. Donc on se retrouve avec un séisme de 9 sur l'échelle de Richter. Oui, c'est pas un hasard. J'ai pris cet exemple pour retomber sur la valeur du Japon. Ensuite, deuxième cas, si A est égal à 10 puissance 4 micromètres. C'est-à-dire l'amplitude est 100 fois plus faible que celle dans le cas du Japon. Bon, on y va. L'amplitude selon Richter, la magnitude, selon Richter, vaut log de 10 puissance 4 plus 3, ce qui fait 4 plus 3, ce qui donne 7. Et là encore, c'est pas un hasard, c'est la valeur d'Haïti en 2010. Donc dans un cas, si on raisonne sur les amplitudes liées aux déformations, les amplitudes elles-mêmes ont été divisées par 100. C'est-à-dire qu'au Japon, c'était 100 fois plus grand qu'en Haïti. Mais par contre, si on raisonne en magnitude de Richter, on voit qu'on passe de 9 à 7, c'est-à-dire qu'on a juste diminué de 2. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que cette petite différence, passer de 7 à 9, cache en fait une grande différence dans la vraie amplitude de déformation que tu peux ressentir sur le terrain. Ici, 10 puissance 4 micromètres, c'est-à-dire 10 mm, et ici, 1 mètre.